Le bac approche, il ne reste plus qu'un mois avant l'épreuve de sciences économiques et sociales et déjà les gorges se nouent et les mains tremblent. Pas de panique, entendez-vous, l'Écho a élaboré pour vous un programme de révision sur mesure, une dose quotidienne d'économie en direct ou en podcast afin de réduire les risques et de maximiser les profits le jour J. Hier, nous nous sommes demandé si la croissance économique était compatible avec la protection de l'environnement. Aujourd'hui, ce sont les inégalités et l'épineuse question de la justice sociale qui vont nous intéresser. Un thème à la croisée de l'économie et de la sociologie. Il est 14h passé de 1 minute sur France Culture et plus que jamais, il est l'heure d'entendre l'écho. Pour parler de la lutte contre les inégalités économiques et sociales, nous accueillons autour de la table Pierre-Jean Guingamp, professeur de SES au lycée Paul Doumer, au Perreux-sur-Marne, et Vincent Grimaud, journaliste à Alternatives économiques. Avec eux, nous allons plancher sur l'épreuve composée que les candidats peuvent choisir à la place de la dissertation. En fin d'émission, Arjuna Andrade sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Pierre-Jean Guingamp et Vincent Grimaud, bonjour. 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 Merci beaucoup d'être avec nous. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler, Pierre-Jean Guingamp, en quoi consiste cette épreuve composée et comment elle se distingue de la dissertation ? Donc la dissertation est une épreuve qui se déroule avec une seule question sur 20 points, sur lesquels l'élève doit passer les 4 heures dont il dispose lors du bac. La dissertation donc, se compose de 4 documents, plus souvent statistiques, et d'une question souvent assez large, en tout cas plus large que les questions de C, qui, on va le voir, en fait, adoptent toujours les mêmes types de formulations. Alors que la dissertation peut avoir une formulation de type un peu débat ou de type démonstratif. Le C, donc, elle est composée de 3... L'épreuve composée. L'épreuve composée, oui. Est composée de 3 parties. Donc, une première partie de mobilisation des connaissances, avec 2 questions sur 3 points chacune. Une partie d'étude de documents, sur 4 points. Et une partie d'épreuve de raisonnement sur un dossier documentaire, sur 10 points. Donc la difficulté de l'EC par rapport à la dissertation, ça va être la gestion du temps, la répartition du temps entre différents exercices qui valent chacun un certain nombre de points. Et qui appartiennent en plus à des chapitres différents du programme. En plus, exactement. Donc la dissertation, il y a un seul choix de sujet, qui est un sujet soit d'économie, soit de sociologie. Alors que sur le C, on a effectivement plusieurs chapitres qui sont abordés, 2 chapitres différents dans les questions de C1 et un autre chapitre encore différent sur la question de raisonnement sur un dossier documentaire. Et sachant que si, par exemple, le sujet de dissertation est un sujet de sociologie, c'est un sujet d'économie qui tombera en 3e partie d'épreuves composées, et inversement. Donc les élèves ont un choix quand même entre sociologie, économie et regard croisé aussi. Alors nous avons fait le choix pour aujourd'hui de faire surtout la première et la 3e épreuve de cette épreuve composée et de rester sur la thématique des inégalités, de la justice sociale. Et commençons alors par cette première question de notre épreuve composée. La voici. Il est demandé aux élèves de montrer que les inégalités économiques et sociales peuvent se cumuler. Alors je me tourne vers vous, Vincent Grimaud. Peut-être qu'il faut d'abord distinguer les différents types d'inégalités. Effectivement, il y a plusieurs types d'inégalités et malheureusement, elles ont tendance à se cumuler. Alors les premières inégalités majeures, ce sont les inégalités de revenus, c'est celles auxquelles on pense en premier. Si on est riche, c'est un petit peu plus facile dans la vie en général que si on est pauvre, mais ça ne fait pas tout. Il y a aussi des inégalités de sexe. Les femmes sont généralement plus en difficulté sur le marché du travail que les hommes, à compétences égales, à diplôme égal, et elles sont moins payées. Vous avez des difficultés aussi si vous êtes issu de l'immigration, vous avez des difficultés si vous êtes handicapé, ou vous avez des difficultés aussi, et là c'est un petit peu plus fin, si vous héritez on va dire, d'une catégorie sociale ou de codes sociaux. Si vous êtes fils d'ouvrier, vous allez avoir des difficultés différentes. C'est là qu'on distingue le revenu et le patrimoine. Alors, oui, en fait, tous ces types d'inégalités vont se cumuler. Par exemple, puisque vous parlez du revenu et du patrimoine, le revenu, c'est ce qui revient chaque mois, comme son nom l'indique, donc c'est un flux. Mais si vous avez des faibles revenus, vous allez avoir un petit stock de revenus à la fin. À l'inverse, si vous commencez à avoir des gros revenus, vous allez avoir un gros patrimoine. Ce gros patrimoine va lui-même générer des revenus. Et donc une simple inégalité de revenus initiale va devenir une inégalité de patrimoine. Mais vous avez aussi des croisements entre les inégalités de revenus et les inégalités de sexe. On vient d'en parler pour les femmes. Vous avez des inégalités de revenus avec des inégalités de discrimination à l'emploi. Si vous êtes immigré, vous allez avoir plus de difficultés à trouver un emploi, etc. etc. Donc là, c'est là où on fait face à un vrai problème, c'est que les inégalités forment à la fin un cocktail.
Alors sur ce point, je voudrais qu'on écoute ce qu'en dit le sociologue Nicolas Duvaux. Les inégalités, il faut d'abord rappeler que c'est la mesure des écarts qui différencient les populations à l'échelle d'un pays, à l'échelle de la planète, et que donc il faut prendre la mesure de ces différences qui structurent en quelque sorte notre monde social. Et du point de vue de la connaissance des inégalités, on a fait d'énormes progrès au cours des dernières années grâce à des économistes, Thomas Piketty en est un, très connu, Branko Milanovic en est un autre, qui nous ont permis de mieux mesurer les inégalités et de comprendre la concentration des richesses au sommet de la société. Les inégalités sociales sont multidimensionnelles et quand on prend cette multidimensionnalité en compte, eh bien, on voit que les inégalités sont cumulatives, que certaines populations sont défavorisées quand d'autres sont privilégiées. Donc on voit que les inégalités économiques et sociales peuvent se cumuler, mais alors de quelle façon? Vous disiez, Vincent Grimaud, que plus les revenus sont élevés, plus les ménages peuvent épargner, mais ce qu'on a constaté au cours des dernières années, c'est que la rémunération de l'épargne a augmenté plus vite que les revenus du travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Oui, ça c'est la démonstration de Thomas Piketty. Il explique que aujourd'hui, si vous travaillez, vous allez vous enrichir lentement. Vous allez pouvoir vous enrichir, mais lentement. Alors que si vous avez un gros stock d'argent au départ, eh bien cet argent-là, il est rémunéré. Vous le prêtez à quelqu'un, il vous rapporte de l'argent. Et donc ce que ça vous rapporte, c'est plus élevé. C'est-à-dire que si vous avez un gros patrimoine au début de votre vie, eh bien vous vous enrichissez plus vite que si vous travaillez. Alors Thomas Piketty montre que ça n'a pas été toujours le cas. Par exemple, dans les années 50, pour devenir très vite très riche, il fallait avoir un très bon emploi, très bien placé, et on s'enrichissait très vite. Aujourd'hui, même avec un très bon emploi, on ne peut pas faire la course avec quelqu'un qui part avec un gros patrimoine. Et c'est la question de l'héritage qui est une question économique passionnante parce qu'elle est au cœur de la question méritocratique dont on va parler, j'imagine, rapidement. Et on va voir effectivement quel peut être le rôle de l'État, quel a été son rôle dans l'histoire et quel est son rôle aujourd'hui. Mais donnons peut-être un exemple, Pierre-Jean Guingamp, de la façon qu'ont les inégalités économiques d'entraîner des inégalités sociales. Par exemple, comment est-ce que le revenu des parents va jouer sur la réussite scolaire des enfants? Alors on peut prendre l'exemple assez contemporain de la montée en puissance de l'enseignement privé dans le supérieur, notamment la montée en puissance des écoles de commerce ou même des écoles, même des BTS qui peuvent être proposés par des établissements privés. Qui vont permettre à certains élèves effectivement issus de milieux qui peuvent s'offrir ces écoles d'accéder à un certain niveau scolaire qui par la suite leur permettra d'accéder à des postes mieux rémunérés peut-être que les autres et donc à ensuite entrer dans cette boucle d'accumulation salaire, capital et d'accroissement des revenus. Mais est-ce que ces inégalités, elles ne commencent même pas encore plus tôt? Par exemple, la difficulté qu'on peut avoir à travailler si on est dans un logement trop petit, ce genre de choses, Pierre-Jean Guingamp? Tout à fait, on peut prendre même l'exemple de l'accès aux services publics aussi dans certains quartiers. On sait qu'il est plus difficile d'accéder, imaginons, à un lycée, à un enseignement de qualité, où il peut être plus difficile d'accéder à une médiathèque, où il peut être plus difficile d'accéder à des infrastructures de qualité, et donc ça, qui peut rejaillir ensuite sur la réussite scolaire et sur le marché du travail, etc. Et la conséquence, c'est que ce qu'on constate, c'est que les personnes les moins diplômées sont aussi celles dont les revenus sont les plus bas et qui ont le plus de chances de se retrouver au chômage, Vincent Grimaud. Oui, absolument. C'est le sociologue Camille Penny a très bien montré ça dans son ouvrage Les inégalités au berceau. Je crois que je n'écorche pas le titre. Tout est dans le titre. En réalité, quand vous naissez dans une famille d'ouvriers, eh bien, vous avez proportionnellement et statistiquement beaucoup moins de chances de connaître une ascension sociale que si vous êtes une personne cadre. Alors c'est logique de ne pas connaître l'ascension sociale si on est cadre puisqu'on est déjà en haut, mais disons que sur les revenus en tout cas, par exemple, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des revenus plus élevés que vos parents si vous êtes cadre que si vous êtes ouvrier. Vous partez avec des chances en moins en réalité. Et c'est là où on a un problème méritocratique pur, puisque notre constitution prévoit que nous naissons libres et égaux en droit, donc il y a une égalité de droit. Mais ensuite, et on va le voir, il n'y a pas d'égalité des chances. Et là, c'est un vrai problème parce que dans nos sociétés contemporaines, c'est inscrite l'idée que on méritait ce qui nous arrive. C'est la logique libérale. Le libéralisme, c'est pas seulement dire il ne faut pas d'État dans l'économie, c'est dire chacun est responsable de sa situation. C'est très bien résumé par la phrase de Bill Gates qui dit « Si vous naissez pauvre, ce n'est pas de votre faute, mais si vous mourrez pauvre, c'est de votre faute. » Donc, il y a une idée là derrière que chacun est responsable de sa situation à l'arrivée. Or,
ce qu'on constate en fait, c'est que les dés sont pipés dès le départ. Et donc là, on a un problème de politique publique. Si on dit d'un côté, vous devez mériter votre situation, alors qu'il y a sur la piste d'athlétisme du départ quelqu'un qui est très en retrait, eh bien, on voit bien que le contrat est cassé. Et on va voir en effet que souvent cet argument de l'égalité des chances est repris par ceux qui sont le moins partisans de la question de la redistribution. Mais avant cela, je voudrais vous faire entendre une archive. La loi nouvelle détermine l'extension des assurances sociales à toutes les catégories de Français qui jusqu'ici n'en bénéficiaient pas. Artisans, commerçants, exploitants agricoles, aux veuves ou conjoints, ainsi que les mères de famille, d'une manière générale tous ceux qui exercent une activité professionnelle non salariée ou même qui, pour une raison quelconque, n'en exercent aucune. La généralisation des assurances sociales permet la généralisation de l'allocation jusqu'ici réservée aux vieux travailleurs salariés. Voilà, on entendait Ambroise Croizat, l'un des pères fondateurs de l'assurance sociale, une archive du 2 mai 1946 qui introduit la seconde question. La voici: qu'est-ce qui distingue la logique d'assurance et la logique d'assistance de la protection sociale? Ce dont parle ici Ambroise Croizat, Pierre-Jean Guingamp, c'est de la logique d'assurance. Oui, alors la sécurité sociale en France a été créée sur un modèle un peu hybride, mais on va dire plutôt assurantiel à l'origine, même si ensuite elle s'est un petit peu justement hybridée avec le modèle d'assistance. Donc le modèle assurantiel, il a un objectif qui est particulier, c'est de prévenir la baisse de revenus pour des familles, des travailleurs en l'occurrence, et leurs ayants droit lors d'accidents de la vie, donc accidents du travail, retraite, maternité, famille et la maladie. Ce modèle d'assurance, il repose sur une cotisation, donc c'est le travail et c'est le fait d'être salarié en particulier, même si effectivement dans l'extrait on entend bien que ça a été élargi aux indépendants ensuite, mais c'est le fait de travailler qui donne droit normalement à ces prestations. Donc c'est sans condition de ressources. Sans condition de ressources, et c'est là où on voit que le modèle français il est tout de suite en fait hybride, il emprunte aussi au régime d'assistance qui lui veut toucher tous les citoyens. Mais par contre, son prélèvement, à l'origine, il est très fortement fondé sur la cotisation sociale. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, même si la mise en place de la CSG, d'autres instruments fiscaux vont faire que, en fait, il va reposer de plus en plus sur l'impôt. Alors que la logique d'assistance, elle, vise à réduire les inégalités par le biais de la redistribution. Et à ce moment-là, c'est sous condition de ressources. C'est la grande différence. Voilà. En tout cas, la notion d'assistance dans la sphère libérale anglo-saxonne, elle va viser spécifiquement les plus démunis pour éviter qu'ils soient dans une pauvreté absolue. Et donc là, il n'y a pas de condition d'avoir cotisé, contrairement au système d'assurance. Il y a une condition de ressources. En France, elle existe. Ça va être le RSA, par exemple, qui peut être, sous certaines conditions, quand même demandé, mais il n'y a pas besoin d'avoir cotisé. Ça va être aussi le minimum vieillesse. Donc c'est là on voit que le système français, il s'est un petit peu hybridé, même si, encore une fois, la plus grande partie des dépenses sont effectuées dans le système assurantiel, que ce soit pour les retraites ou la maladie, qui sont les deux gros postes de la sécurité sociale. Les cotisations sociales représentent en effet 65% des ressources de la protection sociale. On voit bien, Vincent Grimaud, que l'assurance et l'assistance ne protègent pas contre les mêmes risques sociaux. Non, tout à fait, c'est pour ça qu'elles sont complémentaires et que je pense on a une articulation qui n'est pas si mauvaise en France. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. L'avantage du système assurantiel, c'est que c'est une énorme sécurité collective parce qu'en fait, nous sommes des millions à cotiser en permanence. Là, actuellement, nous cotisons pour payer les retraites peut-être de ceux qui nous écoutent et pour les payer tout de suite, et inversement demain des jeunes générations payeront pour nous quand on sera de l'autre côté. Donc c'est une sécurité collective énorme. D'un autre côté, on peut dire, oui, mais est-ce que Liliane Bettencourt, quand elle cotisait, c'était bien légitime qu'elle touche aussi des droits? Alors là, il y a un débat entre universalistes et non universalistes, mais en tout cas, c'est la limite du système assurantiel. Alors que le système d'assistance, comme on a dit, va directement auprès des personnes les plus pauvres. Mais comme elles ne cotisent pas, vous avez le risque que les riches disent au bout d'un moment, écoutez, nous on en a marre de payer des impôts, et que de l'autre côté, ce soit toujours pour les classes les plus pauvres. Et donc, il y a un risque des deux côtés. Donc l'équilibre qu'on a trouvé aujourd'hui me semble pas mauvais. Le problème, en tout cas, ce qu'on peut dire si on essaye de regarder un peu ce qui se passe ces derniers mois, c'est qu'on
on sort un petit peu de la logique assurantielle pour aller vers un système plus assistentiel ces derniers mois. Par exemple, sur la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a choisi d'augmenter la prime d'activité plutôt qu'augmenter le SMIC. S'il avait augmenté le SMIC, il augmentait de fait les cotisations que les smicards allaient payer et donc leur droit à la retraite ou au chômage plus tard. Il a choisi la prime d'activité qui est de l'argent tout de suite, mais sur lesquels on ne cotise pas. Donc il y a un choix aussi de court terme ou moyen ou long terme. C'est une question de pacte social, de quel pacte social on veut. Et je voudrais qu'on en vienne maintenant à la troisième étape de notre épreuve composée, le raisonnement. Dans le raisonnement, Pierre-Jean Guingamp, il s'agit d'extraire les informations du dossier documentaire et de les compléter avec ses connaissances personnelles. Alors oui, alors je dirais que si on fait un petit point de méthodologie, on va dire que la première étape de tout candidat, ça va être tout d'abord d'analyser le sujet. Donc les sujets de C3, ils sont toujours formulés de la même manière. Donc vous montrerez que, donc on a vraiment un sujet démonstratif. Il n'y a pas de discussion de sujet à avoir, on ne demande pas de débattre. Est-ce que l'État met en place ou pas vraiment la justice sociale, par exemple, est-ce qu'il est efficace dans ce rôle-là. On demande de montrer, en l'occurrence là, les moyens par lesquels il va mettre en place la justice sociale. Donc ça, c'est l'analyse premièrement du terme de l'action qu'on nous demande, qui est demandé au candidat. Ensuite, il faut un petit peu regarder les notions clés, ou en tout cas les notions que les élèves vont devoir définir en introduction. Donc en l'occurrence, justice sociale, comment est-ce qu'on pourrait le définir? Il faudrait pouvoir le définir dans l'introduction. Alors, c'est pas une notion qui est officiellement au programme. En fait, elle est dans le titre, dans l'intitulé du chapitre, mais elle apparaît pas dans ce qu'on appelle les notions essentielles. Mais pour les élèves, ça doit tout de suite se faire rappeler les notions d'égalité qu'on aura vu en fait sous trois formes: l'égalité des droits, l'égalité des chances et l'égalité des situations. Donc ils pourront définir, on va dire, la justice sociale sous trois acceptations en fait de la justice, sous trois formes d'égalité. Et après, le deuxième terme important, ça serait pouvoir public. Donc là, l'ensemble des administrations publiques, de sécurité sociale, territoriale et centrale. Alors on va voir comment cette notion de justice sociale se trouve au cœur d'un clivage entre économistes. Et d'abord, voyons cette question d'égalité des droits. La Révolution française marque le passage d'une société fondée sur les privilèges à une société soucieuse de justice sociale. L'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. En quoi cette lecture de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous éclaire-t-elle, Pierre-Jean Guingamp, sur cette notion de justice sociale ? Elle affirme d'abord la justice sociale en tant qu'égalité des droits, c'est-à-dire le principe de non-discrimination entre les individus. Tout le monde a accès à la même justice, accès au même poste public. Donc, avec les élèves, on peut rappeler la différence entre ancien régime et régime démocratique. La fin des ordres, qui cantonnait les personnes dès leur naissance à certains droits et à certains devoirs. Et ensuite, on pourrait rappeler, donc, dans une première partie, l'extension de l'ensemble de l'égalité des droits aux hommes et aux femmes, aux personnes étrangères et nationales, dans différents domaines aussi. Et de voir peut-être cet écart entre, d'un côté, l'égalité de droit qui est inscrite dans la loi, et en même temps les inégalités et les discriminations auxquelles on peut faire face. La question qui se pose ici, Vincent Grimaud, et qui était centrale dans les manifestations des Gilets jaunes, c'est quel est le degré d'inégalité finalement que notre société est prête à accepter. La première réponse est dans la Constitution, on vient de l'entendre, il est écrit les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Donc il est écrit que les inégalités sociales peuvent exister dans la mesure où elles se fondent sur l'utilité commune. Alors bien sûr, l'interprétation de tout cela est large. Ça veut dire qu'il y aurait des inégalités justes et d'autres qui seraient injustes. C'est ça qui est sous-entendu. Alors les économistes qui sont pour les inégalités ne sont pas forcément des affreux méchants qui veulent simplement s'enrichir. Ils estiment que pour qu'on ait de la croissance économique, il faut que des gens y trouvent un intérêt. Et quel intérêt autre que de s'enrichir. Donc, pour cela, il y aurait des inégalités justes parce qu'elles favorisent la croissance. Maintenant, pour revenir un tout petit peu en arrière,
on a effectivement dans les textes une égalité des droits. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, cette égalité des droits n'est pas toujours respectée, y compris par l'État, puisque l'État lui-même a créé ce qu'on appelle le défenseur des droits, qui est une institution indépendante qui garantit que les droits en France sont respectés, les droits des citoyens. Et donc, si cette institution a été créée, c'est bien qu'il y avait un problème. Et donc, on se rend compte que certains droits ne sont pas respectés. Un exemple très bête qui va parler aux lycéens. Quand on a 18 ans, on obtient le droit de vote. Donc, on devient un citoyen à part entière. Mais il faut attendre 25 ans pour avoir le droit au RSA, le revenu de solidarité active. Sauf si on a travaillé 2 ans dans les 3 années précédentes ou si on est isolé, si on a un enfant et qu'on est isolé. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être dans une situation très compliquée pour avoir le droit de toucher ce RSA. Donc là, on a une rupture d'égalité de droit. Donc on n'est même pas ensuite dans les conséquences éventuelles d'un dysfonctionnement. On est sur de l'égalité de droit. Et comment cette inégalité est-elle justifiée par le législateur ? Alors là, elle n'est pas justifiée, justement. Et d'ailleurs, la question n'est pas assez posée. Je pense que là, la jeunesse a un problème de lobbying et de demander au pouvoir public des comptes là-dessus. Pourquoi est-ce que, quand on a 18 ans, on a le droit de voter, mais pas de toucher le RSA Parfois, ce sont simplement des logiques financières qui répondent, qui expliquent cette inégalité. Pour revenir sur cette question des inégalités justes, c'est le philosophe américain John Rawls qui explique qu'il y a des inégalités qui finalement servent l'objectif de justice sociale. Comment explique-t-il cela, Pierre-Jean Guingamp ? Lui, il va se fonder sur un système méritocratique. Donc, si effectivement on parle d'une société dans laquelle il y a une égalité des chances effective entre tous les individus, donc égalité des chances, c'est le fait que tout le monde a les mêmes probabilités d'accéder à l'ensemble des positions sociales disponibles dans une société. À ce moment-là, si c'est le mérite de la personne qui permet d'atteindre certaines positions, on peut considérer qu'elles sont justes. Et en même temps, Rawls remet déjà en question la théorie de l'égalité des chances. C'est déjà un questionnement qui est présent dans sa théorie, et en même temps avec cette idée que ce n'est pas grave si les inégalités se creusent du moment que tout le monde voit son revenu augmenter. C'est finalement ça l'idée centrale. Oui, c'est l'idée qu'effectivement il faut concilier l'égalité et aussi la liberté, concilier la capacité de chacun à améliorer sa propre situation sans faire empirer quelque part la situation des autres, sans accroître les inégalités totales au niveau de la société. Alors face à un tel sujet, on pourrait effectivement dans un premier temps parler de l'égalité des droits que l'État est censé assurer, puis on verra comment les pouvoirs publics cherchent à favoriser l'égalité des chances, avant de consacrer notre troisième partie à l'égalité de situation qui est permise par la redistribution. On détaille tout cela dans un instant. On dit que deux droites sont perpendiculaires lorsqu'elles forment un angle droit. Mais je me demande ce que ça peut faire à qui n'est pas destiné à ça. Mais le prof, lui, il s'en fout. Il vit de maths et puis c'est tout. Il est loin le temps passé quand il rageait de bacheter. On vient m'appeler pour une partie. Désolé, je réponds, je nie. Vraiment non, je ne peux pas. Moi j'ai le bac dans un mois. Je les vois boire et danser. Ils n'ont pas le bac à potasser. Pendant que moi, tout bêtement, je parle du cercle ou du segment. Lorsque je pense à mon génie qui est en photo là sur mon lit, je me domine et pense tout bas que j'ai le bac dans un mois. Avouez-vous qui m'écoutez qu'on est idiot de se soucier. Pourquoi bûcher pendant un an ce qu'on oublie en moins de temps? Mais la culture, me direz-vous, je suis bien d'accord avec vous, car dans un mois le bac sera passé. Je pourrais, soyez-en sûrs, bien me rattraper, boire et danser, m'amuser et chanter, aimer, flirter. Bien me rattraper, boire et danser, m'amuser et chanter, aimer, flirter. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? Tiffaine de Roquigny.
C'était le twist du bac de Claudine Copin et nous poursuivons nos révisions du bac éco en compagnie de Pierre-Jean Guingamp et de Vincent Grimaud. Aujourd'hui, nous avons choisi l'épreuve composée et nous cherchons à montrer par quels moyens les pouvoirs publics peuvent mettre en œuvre la justice sociale. Alors cette justice sociale passe d'abord par l'égalité des droits, comme on l'entendait dans l'extrait de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Mais dans les faits, comme vous commenciez à le dire, Vincent Grimaud, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que de nombreuses discriminations subsistent dans nos sociétés démocratiques. Oui, et ce qui est peut-être le plus rageant, c'est pas... Alors, l'égalité des chances, on va le voir, pose des problèmes parce qu'elle vient frapper et contredire la méritocratie qui est au cœur de nos sociétés. Mais l'égalité de droit est encore pire puisqu'on peut se dire on est quand même dans un état de droit qui construit son droit depuis plus de 200 ans et qui pourrait au moins respecter les propres règles qu'il se fixe. Et donc, comme on l'a vu avec le RSA, ce n'est pas le cas, mais il y a plein d'autres domaines où, en fait, l'État vote d'un côté des dispositions, notamment dans les textes internationaux, des conventions internationales, et puis ne les respecte pas du tout en face. Prenons la loi de 1996 sur le droit d'avoir... La loi sur l'air, elle s'appelle, et elle prévoit le droit de chacun à respirer un air pur, un air qui ne nuit pas à sa santé. Eh bien, on constate qu'on meurt aujourd'hui de la pollution de l'air, et plus encore, ce sont les pauvres qui en meurent le plus. Et ce qui est le plus triste dans l'histoire, c'est que à Paris, par exemple, les pauvres ne vivent pas dans les quartiers les plus pollués, contrairement à ce qu'on croit. Les quartiers les plus pollués sont surtout dans l'ouest parisien, à peu près là où nous sommes actuellement. Mais les pauvres vivent dans des logements moins bien isolés et subissent plus que les autres la pollution répétitive parce qu'ils ne peuvent pas partir en vacances ou partir en week-end à la campagne pour aller s'aérer, comme on dit. Et donc là, vous avez une disposition de droit qui existe, et en face, une réalité qui ne l'est pas, et qui l'est encore moins pour les citoyens les plus pauvres. Et c'est là que le défenseur des droits cherche effectivement à faire entendre sa voix. Mais alors, quel est son pouvoir réel, Vincent Grimaud ? Alors, il a un pouvoir, c'est une autorité indépendante, une autorité administrative indépendante, une AAI, et donc il a tout à fait le droit de poursuivre l'État, c'est son rôle. Simplement, eh bien, l'État souvent traîne le pied pour le faire. Alors, effectivement, on ne réduit pas la pollution de l'air du jour au lendemain, et on ne fait pas appliquer ce droit du jour au lendemain. Mais je crois que pour avancer, il y a une base qui est absolument incontournable, c'est de mettre en place une vraie égalité des droits. La loi prévoit qu'un homme doit être payé autant qu'une femme. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un écart de salaire de 10%. Alors il y a 20% d'écart de salaire, mais il y a 10% qui s'explique par le fait que les femmes sont plus souvent à temps partiel. Donc ça peut se justifier comme ça. Mais il reste 10% qui ne sont pas du tout explicables. Et donc, comment est-ce que des gens peuvent croire en l'État ? Et c'est peut-être là aussi une des explications du mouvement des Gilets jaunes, c'est comment croire en l'État, comment accepter de se plier à des règles quand on voit qu'elles sont biaisées. Alors justement, sur cette question des inégalités de salaire entre les hommes et les femmes, je voudrais vous faire entendre ce son. En 2013, en France, les femmes percevaient un revenu inférieur de 25% en moyenne à celui des hommes. Oui, mais c'est parce qu'elles travaillent moins. Perdu. Seul un tiers de cet écart s'explique par le volume de travail. Les 2 tiers restants sont bien dus à une différence de salaire. À compétences, postes et temps de travail égaux, les femmes gagnent 10% de moins que les hommes. Discrimination, mon amour. En France, en 2015, 20,5% des hommes actifs sont des cadres. Les femmes, elles, ne sont que 14,7%. Par contre, l'instabilité, elles connaissent. 12,3% d'entre elles sont en CDD contre 8,5% des hommes. Les emplois non qualifiés, c'est aussi en priorité pour les femmes. 26,6% d'entre elles occupent de tels postes contre 14,5% des hommes. Sympa. Et qui dit emploi non qualifié dit moins bien payé. Tout facteur confondu, la probabilité d'être rémunéré au SMIC est 1,7 fois supérieure pour les femmes que pour les hommes. En 2015, en France, 1,2 million de femmes actives étaient en sous-emploi, 9,7% d'entre elles, alors que cela ne concerne que 3,7% des hommes actifs. Voilà des chiffres en rafale, extrait d'une émission de Data Girl sur YouTube. On voit bien, Pierre-Jean Guingamp, que l'égalité de droit n'entraîne pas nécessairement une égalité réelle avec cette question de l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Oui, exactement. Donc je pense que ça, c'est vraiment un exemple typique que les élèves peuvent mobiliser en cette partie, montrer qu'on peut proclamer des droits, mais encore faut-il qu'ils soient effectifs. Et qu'il y ait des procédures qui soient menées pour les rendre effectifs. Donc, on peut citer le fait que les discriminations sont punies dans le code pénal, qu'il y a le défenseur de droit, mais il y avait la HALD qui n'existe plus, mais qui permettait aussi
de faire appliquer ces juridictions. Donc ça peut être des exemples intéressants. Mais il y a cette idée que ces inégalités persistent et perdurent, alors même qu'on en parle beaucoup et qu'on ne cesse de proclamer qu'il faut absolument lutter contre ces inégalités. Alors il y a un autre principe qui contribue, au moins sur le papier, à la justice sociale, c'est l'égalité des chances. On a commencé à en parler, mais pour certains, il s'agirait davantage d'un vœu pieux que d'une réalité. Et le principe de l'égalité des chances, pour certains, tendrait même à légitimer les inégalités économiques et sociales. Vincent Grimaud, de quelle façon ? Pardon, je crois que j'ai pas bien compris la question. Est-ce que le principe de l'égalité des chances peut être une façon finalement de légitimer des inégalités économiques et sociales qui existent ? En théorie, non, parce que l'égalité des chances, en fait, c'est une promesse. C'est une promesse que le jour où vous naissiez, vous ayez autant de chances que les autres d'arriver au même point que le berceau d'à côté, si vous avez eu le même parcours. Et donc là, en fait, il y a tout un tas de facteurs qui vont venir progressivement faire reculer votre berceau sur la ligne de départ. Premier facteur, on en a parlé, on va en reparler, c'est l'héritage, bien sûr. Le deuxième, c'est l'éducation. Le troisième, c'est le milieu familial. Le quatrième, c'est ce qu'on va appeler le capital social. Donc c'est l'ensemble du réseau que vous pouvez mobiliser, notamment pour commencer votre vie professionnelle. Et puis le cinquième, qui est alors c'est une typologie que j'ai faite moi-même, hein, ne la cherchez pas. Et la cinquième, c'est l'autocensure. Je pense que c'est un élément important dont j'espère qu'on aura le temps de reparler, des classes populaires qui, quand bien même, parfois, elles ont les capacités objectives d'arriver là où elles auraient en théorie le droit d'aller, eh bien, elles vont se dire non, en fait, c'est pas pour moi. Et c'est pour ça que la représentation politique est aussi importante. Exactement. Et aussi la représentation même dans les médias. C'est l'idée que si on voit un président noir aux États-Unis, en tant que personne noire, on aura plus l'envie, l'idée d'avancer dans sa carrière. Exactement. Et là-dessus, avec tous les défauts qu'on leur connaît, mais les États-Unis sont quand même sur l'aspect de la mobilité sociale, un pays dont on a peut-être des leçons à apprendre. Alors, bien sûr, on sait très bien que la situation des Noirs aux États-Unis n'est pas celle d'Obama, qui a... c'est peut-être une heureuse exception. Cela dit, vous avez quand même une société un peu moins figée qu'en France. Et donc ça... j'allais dire, c'est un bon point pour les libéraux qui plaident pour la mobilité et pour l'égalité des chances. Mais puisque c'était un petit peu dans l'actualité, je vais quand même revenir sur ce premier obstacle à l'égalité des chances, qui est l'héritage. Emmanuel Macron, quand il est en campagne, avait dit si on préfère le risque à la rente, comme c'est mon cas, on doit s'attaquer à l'héritage. Et puis, arrivé au pouvoir, il a bien senti que c'était un peu compliqué, et donc il a laissé tomber. Et de mon point de vue, il y a là peut-être pas une trahison, le mot est fort, mais une rupture de la promesse égalitariste qui était quand même au cœur de son programme et qui, je pense, qu'on soit de gauche ou de droite, est tout à fait entendable. Et en même temps, ce qui est paradoxal, c'est qu'on constate, quand on parle aux gens, dans un certain nombre d'études, beaucoup d'économistes ont mis en valeur que finalement, la plupart des gens, quel que soit leur milieu, étaient contre l'héritage. Il n'y a pas finalement un clivage comme ce qu'on pourrait imaginer. Et plus encore, ce qui est encore plus fascinant, c'est que ce sont souvent les plus pauvres, donc ceux-là même qui seraient les plus gagnants, les plus bénéficiaires, qui sont contre. Pourquoi ? Eh bien parce que il reste quand même un petit peu cet espoir d'un jour d'arriver à avoir plus et donc de vouloir le transmettre quand on a travaillé dur pour toute sa vie. Nous, on a consacré un dossier sur l'héritage en février et on s'est rendu compte, alors on n'a pas découvert non plus, mais on s'est rendu compte qu'effectivement c'est un tabou absolu, alors que l'économiste britannique Atkinson, j'ai perdu son prénom, Samuel Atkinson. Oui, peut-être bien, oui, a montré a fait des calculs un petit peu rapides qui estiment, alors il faudrait détailler effectivement, mais que si au Royaume-Uni on taxait tout et qu'il n'y avait pas d'héritage possible et qu'on redistribuait tout à la naissance, eh bien chaque Britannique naîtrait avec un capital d'environ 150 000 livres. Donc si on dit à chaque Français, qu'il soit dans les banlieues françaises ou dans le fin fond de certaines campagnes pauvres, qu'une taxation de l'héritage pourrait lui offrir à 18 ans un capital de 150 000 euros, peut-être qu'on verrait les choses aussi différemment. Et en même temps, on a vu avec Emmanuel Macron que l'impôt sur la fortune avait été supprimé, remplacé par l'impôt sur la fortune, l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. On voit bien qu'il y a cette idée de taxer davantage l'immobilier plutôt que le capital. À quoi est-ce que cela correspond, Pierre-Jean Guingamp, en lien justement avec cette question de l'héritage ?
C'est en gros de dire que les inégalités peuvent être justes si elles participent à la production de richesse. Je pense qu'on peut voir ça comme ça. Le capital immobilier, c'est un capital qui est relativement improductif. Une fois qu'on a construit sa maison, on la loue. Ça produit un service pour les locataires, mais il n'y a pas de production supplémentaire dans l'économie. Alors que investir son épargne de manière financière, c'est une manière d'utiliser son épargne au service de l'ensemble de l'économie et potentiellement créer des emplois bien payés, pourquoi pas, créer de l'innovation pour la croissance. Donc là, ça serait une manière de dire on taxe des inégalités qui sont improductives et on abaisse les taxes pour les inégalités productive et donc un peu plus peut-être justifiée. Ce qu'on entend bien, c'est qu'il y a toujours cette tension entre d'un côté la taxation et de l'autre l'idée d'une efficacité économique. Il faut trouver un juste équilibre entre les deux, Vincent Grimaud. Oui, la question de l'efficacité de la taxation et in fine des politiques publiques est en jeu. Je dirais que c'est une deuxième lame. La première, c'est vraiment le contrat qu'on passe entre nous à la naissance. Alors, on ne le passe pas quand on a à la naissance, bien sûr, mais cette idée que chacun a les mêmes chances. Et là où... donc on a parlé de l'héritage. Le deuxième grand domaine, évidemment, peut-être même le premier, c'est l'éducation. Et là, par exemple, on peut saluer, je pense, l'action du gouvernement d'avoir voulu dédensifier les classes, notamment dans les quartiers prioritaires. Donc c'est les classes à 12, en CP, je crois, 12 élèves maximum. Donc là, on est vraiment dans cette promesse-là, dans la promesse de dire, eh bien, vous êtes dans un quartier prioritaire, vous êtes dans une situation objectivement plus difficile, eh bien on va commencer par vous et on va vous donner plus de chances. Alors c'est une forme de discrimination positive, on pourra en reparler, mais on va vous permettre d'avoir plus de moyens. Et donc là, je pense que quand cette promesse est vraiment tenue, on renoue aussi le pacte et on renoue le consentement à l'impôt, c'est-à-dire qu'on fait société. Alors justement, cette question de l'éducation est absolument essentielle. En 2010, une étude a montré que 6,3% des étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles étaient fils d'ouvriers et 50% environ étaient fils de cadres ou de professions intellectuelles supérieures. Les classes préparatoires, on sait que cela mène ensuite aux grandes écoles et qu'en général, on en sort avec des revenus conséquents. On peut se demander, Pierre-Jean Guingamp, comment remédier à cette situation et est-ce que la discrimination positive que Vincent Grimaud évoquait peut être une solution ? Alors en France, effectivement, il y a une forme de discrimination positive via ce qu'on appelait avant les ZEP, maintenant qui s'appelle REP, donc Réseau d'éducation prioritaire, qui vise à allouer un peu plus de moyens à des lycées qui accueillent des publics, qui sont sur des territoires, parce qu'on cible des territoires et pas des personnes, contrairement à d'autres discriminations positives aux États-Unis, en Inde ou au Brésil. Donc on alloue des moyens supplémentaires à des lycées qui sont sur des territoires dont on sait qu'ils sont socialement défavorisés. Donc effectivement, la mesure de 12 élèves en CP, effectivement, c'est une mesure qui est performante, d'autant plus qu'on sait que les inégalités, elles commencent extrêmement tôt sur l'apprentissage du langage et qu'en fait le système français n'arrive pas à les résorber et qu'il les maintient en fait tout au long de la vie de l'élève. Et ça explique en partie, effectivement, ces chiffres que vous avez cités sur la faible part des enfants d'ouvriers dans les classes préparatoires et la surreprésentation des enfants de cadre. Donc ça me semble être une mesure effectivement pertinente. Et la discrimination positive désigne souvent les mesures qui sont prises. Vous citiez les États-Unis, le Brésil. C'est Nixon, je crois, qui a mis en place la discrimination positive dans les universités aux États-Unis pour lutter contre les discriminations envers les étudiants noirs. C'est l'idée d'établir un certain nombre de quotas, Vincent Grimaud, et c'est un choix qui n'a jamais été fait en France pour le coup. Alors oui, qui n'a jamais été fait en France parce que d'abord sur le côté ethnique, on n'a pas de statistiques ethniques en France. Ça a été tenté par certaines grandes écoles. Je crois que Sciences Po, à une époque, avait un quota de boursiers. Bon, 30% dédiés aux élèves venus de ZEP, je crois. Voilà, ça doit être ça. Mais ce qui était amusant, quand il y a eu les premières évaluations, il y avait des élèves qui disaient « je tombe dans un monde qui n'est pas le mien ». Et alors moi, mon petit exemple raconte un peu la même chose. Je viens des campagnes françaises assez profondes dans le Cantal et je suis d'une famille plutôt modeste. Et quand je suis arrivé dans ces grandes écoles, eh bien effectivement, il y a toute une
tout un cadre social en fait qui est pas le nôtre. Donc il suffit pas j'allais dire de projeter des éléments dans une espèce d'aquarium où ils vont pas être à l'aise. Il faut essayer plutôt. Alors ça prend beaucoup de temps. Ce mais que vous voulez dire, c'est que des mesures trop tardives. Trop tardive et puis trop brutale peut-être. Puisqu'on parle des grandes écoles, et notamment des grandes écoles de journalisme, il y a une association qui s'appelle La Chance au concours qui invite des bénévoles à venir aider des boursiers à préparer les concours. C'est peut-être déjà un peu plus positif, mais là encore, c'est un peu le pansement sur une jambe de bois. Il faudrait évidemment s'attaquer aux causes plus structurelles, mais là, ça prend 10, 20, 30, 40 ans. Donc, Et c'est là qu'on peut peut-être s'intéresser et dire un mot des travaux de Bourdieu, qui dans les années 70 a montré que ce que la société pouvait présenter comme relevant du mérite était avant tout lié à des privilèges de classe. Pierre-Jean Guingamp. Oui, donc ce que nous montre Bourdieu, c'est qu'en fait, le jugement social porté sur le mérite scolaire, entre guillemets, n'est pas un jugement hors classe et qu'il est fondamentalement lié à des codes sociaux spécifiques, à des codes qui viennent d'une certaine classe sociale, donc notamment la bourgeoisie en France qui va imposer ses codes d'évaluation de la qualité des élèves à travers le lycée. L'exemple typique, c'est la dissertation, où ça va être le concours à l'entrée pour certaines grandes écoles. On va demander aux élèves de maîtriser des choses qui sont enseignées en cours, donc à la limite disponibles pour tous les élèves, mais aussi des éléments qui ne sont pas enseignés à l'école, ou trop peu, parce que par manque de temps, de moyens, on ne peut pas avoir les élèves 48 heures devant nous tout le temps, ou 80 heures par semaine. C'est tout l'idée du capital culturel que l'on acquiert en dehors de l'école. Exactement, la famille transmet un capital culturel qui va être ensuite restitué inconsciemment ou consciemment par l'élève le jour du concours, de l'oral, et qui va lui permettre d'entrer dans telle école, à tel poste, même aussi dans le milieu professionnel. Voilà. Alors il y a cette idée d'égalité des chances qui est importante, et pour assurer cette égalité, peut-être qu'il faut d'abord réduire les inégalités économiques et sociales, et cela passe par la redistribution des richesses. Pour cela, il s'agit de mettre en place une fiscalité juste. Au début du XXe siècle a été mise en place en France l'impôt progressif. Pourquoi est-ce que cet impôt est considéré comme plus juste, Vincent Grimaud, que l'impôt proportionnel? Alors, pour la démonstration de qu'est-ce qu'un impôt proportionnel et progressif, peut-être Pierre-Jean, vous préférez. Vous avez l'habitude de le faire. Oui, justement, on a un petit document qu'on peut utiliser en classe. L'impôt proportionnel, c'est un taux unique sur les revenus. Donc imaginons tout le monde va payer une proportion égale de son revenu ou de son capital, peu importe, sur donc 15%, imaginons, comme ça existe dans certains pays d'Europe de l'Est où il n'y a pas d'impôt progressif, l'impôt est strictement la même proportion pour tout le monde. Alors sauf que si j'ai 15%, on me prélève 15% sur un haut revenu, ça ne va pas aller sur l'essentiel, contrairement à 15% sur un bas revenu. C'est d'ailleurs ce que dit un peu Smith, c'est que les 1000 premiers euros, imaginons, de revenus qu'on a sont essentiels. C'est le logement, la nourriture, l'habillement, tandis que le dernier 1000 revenus sur un revenu de 10 000, il est beaucoup moins essentiel, effectivement. Donc on pourrait se dire, est-ce que c'est normal de taxer autant les premiers euros qu'on gagne que les derniers? Et donc à ce moment-là, on met l'impôt progressif en place, donc qui date effectivement de 1914. Voilà, c'était notamment financé la Première Guerre mondiale. Donc l'impôt sur le progressif, il va fonctionner par tranches. Donc le revenu va être découpé en différentes assiettes. Donc, en 5 tranches, en 5 tranches, effectivement. Donc en France, sur les premiers 10 000 euros qu'on gagne environ, on ne paye pas d'impôt. Ensuite, sur 10 000 alors je n'ai plus le chiffre en tête exactement, mais moi non plus. Peut-être 17 000 ou 20 000 euros, on paye 5% d'impôt, 10%. À chaque fois, on est imposé sur le surplus. Exactement. C'est déjà ce que disait Condorcet au XVIIIe siècle. C'était cette idée de taxer le surplus. Ce qui fait qu'effectivement, une personne qui gagne 10 000 euros par mois va être imposée à, imaginons, 40%, alors qu'une personne qui gagne le SMIC va être imposée à 5% peut-être, voire pas imposée du tout. Et c'est un impôt qui a mis du temps à se mettre en place. On disait 1914, et Thomas Piketty, dans Le Capital au XXIe siècle, explique que finalement la France est arrivée assez tardivement dans cet impôt-là. Oui, et ça a été une guerre absolument incroyable à l'Assemblée nationale. On a publié un papier d'histoire là-dessus. C'est absolument fascinant de voir la violence des échanges de l'époque, parce que c'était effectivement quelque chose de révolutionnaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la part des impôts proportionnels dans le total de nos impôts a tendance à baisser. Il ne reste que 3 grands impôts proportionnels. L'impôt sur le revenu,
d'une part, dont on vient de parler, voilà, qui est progressif, pardon, j'ai dit proportionnel, progressif, merci. L'impôt sur la fortune, donc devenu IFI, on en a parlé, et puis les droits de succession sur l'héritage, qui eux sont progressifs. Pour le reste, ce sont essentiellement des impôts proportionnels, comme on vient de le montrer. Comme la contribution sociale généralisée, exactement, dont on parle beaucoup. Et puis les impôts régressifs, alors là c'est pire, c'est-à-dire que plus vous êtes pauvre, plus vous payez en réalité, puisque c'est par exemple le cas de la redevance télé. Elle coûte 110 € par là pour tout le monde, qu'on soit très pauvre ou très riche. Et donc, la part des impôts qui ne corrigent pas les inégalités augmente, notamment sous l'effet de la montée en puissance de la CSG. Et donc là, on a un problème, effectivement, progressivement, on a un problème de progressivité de l'impôt. On parle aussi de la TVA comme d'un impôt injuste, puisque tout le monde la paye de la même façon. Absolument. Et effectivement, la TVA est de loin l'impôt qui rapporte le plus. Et le problème, c'est qu'il est au mieux proportionnel. Dans l'absolu, il est proportionnel, mais comme on l'a dit, les classes populaires consomment plus et épargnent moins, eh bien c'est un impôt de fait régressif. Comme il est sur la consommation, que la proportion consommée est quasiment de 100% chez les plus pauvres et qu'elle est beaucoup plus faible chez les plus riches, nécessairement, effectivement, en pourcentage du revenu, il est régressif. Alors les travaux de Thomas Piketty ont montré que les inégalités se creusaient à nouveau depuis les années 70. À la fin des 30 Glorieuses, les hauts revenus ont commencé à progresser beaucoup plus vite que les bas revenus. Vincent Grimaud, c'est comme si le XXe siècle avait été une parenthèse. Voilà ce que nous dit Thomas Piketty. Une sorte de parenthèse, en effet. Bonne nouvelle, Cocorico, la France est un des pays les moins inégalitaires et un des pays où les impôts sur les plus riches ont le moins baissé. Et donc, ça fait toujours râler les économistes libéraux quand ils entendent que les inégalités explosent en France, parce qu'ils disent, oui, elles ont légèrement réaugmenté, elles reviennent au niveau des années 80, mais regardez à l'étranger. Et c'est vrai qu'à l'étranger... Elles ont beaucoup plus augmenté, aux États-Unis et au Royaume-Uni notamment. Le tableau est beaucoup plus inquiétant. Ce que nous ont montré les années 50, c'est aussi qu'on pouvait taxer beaucoup les plus riches sans nuire à la croissance. Les États-Unis avaient un taux marginal d'imposition, donc c'est le taux le plus élevé sur lequel on taxe les très hauts revenus, là, ce dont on parlait, qui était à 90%. Donc, quand vous gagnez, disons, plus de 1 million d'euros par an, au-dessus d'1 million, on vous taxait à 90%. Et on se souvient des cris d'orfraie qu'il y avait eu quand François Hollande a voulu mettre en place la taxe à 75%. Alors, c'était sur les revenus exceptionnels, mais tout le monde criait à la captation. Mais la situation économique n'était absolument pas la même. Voilà. On va vous répondre que la conjoncture économique... Exactement. Et donc là, on me rétorquera à juste titre que la situation n'était pas la même. Et que à l'époque, il n'y avait pas une aussi grande concurrence fiscale entre les États, ce qui est vrai. Donc aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce qu'on peut, en France par exemple, tout seul, décréter d'une augmentation des impôts pour les plus riches? Peut-être que c'est compliqué, on ne le sait pas trop puisqu'on ne le fait pas. En tout cas, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut régler aussi au niveau européen. Vous avez raison de souligner qu'effectivement, la France est un État particulièrement redistributif, à tel point que certaines voix s'élèvent contre ce qu'ils voient comme des dérives de notre système de protection sociale. On se souvient de Laurent Wauquiez, leader des Républicains, qui avait parlé, par exemple, du cancer de l'assistanat. Il s'agit là d'un préjugé qui a la vie dure, Pierre-Jean Guingamp. Oui, effectivement, il y a tout un discours, pas forcément d'ailleurs, qui peut être issu d'une certaine pensée économique, mais qui est aussi un discours, un lieu commun, comme quoi effectivement la redistribution en fait serait inefficace économiquement parce qu'elle entretiendrait des personnes dans l'inactivité, parce qu'elle pourrait toucher un minimum de revenus. Alors c'est quand même remis en cause par pas mal d'études qui montrent qu'en fait l'attachement au travail des personnes qui sont dans ces revenus d'assistance est quand même réel, parce que d'une part, dans la plupart des cas, ils pourraient toucher quand même un petit peu plus, et puis deuxièmement parce que le travail est intégrateur socialement. Il y a une reconnaissance sociale. Et d'ailleurs les Gilets jaunes, ce qui est assez intéressant si on prend un peu un sujet d'actualité, c'est que c'est pas des personnes qui réclament plus de revenus d'assistance, mais au contraire un travail plus rémunérateur pour aller travailler. Et pour être reconnus dans leur capacité productive. On parlait de Thomas Piketty, et écoutons justement un extrait de son livre « Le Capital au XXIe siècle ». L'impôt progressif constitue toujours une méthode relativement libérale pour réduire les inégalités, dans le sens où cette institution respecte la libre concurrence et la propriété privée, tout en modifiant les incitations privées d'une manière prévisible et continue, suivant des règles fixées à l'avance et démocratiquement débattues, le tout dans le cadre de l'état de droit. Quand on taxe une tranche de revenus ou de succession à un taux de l'ordre de 70-80%,
Il est bien évident que l'objectif principal n'est pas de lever des recettes fiscales, et de fait, ces tranches n'en rapportent pas beaucoup. Il s'agit, in fine, de mettre fin à ce type de revenus ou de patrimoine, jugé socialement excessif et économiquement stérile par le législateur, ou tout du moins, de rendre extrêmement coûteux leur maintien à ce niveau et de décourager très fortement leur perpétuation. Et dans le même temps, il ne s'agit pas d'une interdiction absolue ou d'une expropriation. L'impôt progressif exprime en quelque sorte un compromis idéal entre justice sociale et liberté individuelle. Voilà, et selon Thomas Piketty, il faudrait donc réintroduire de la progressivité dans notre système fiscal, Vincent Grimaud, et peut-être établir des plafonds pour qu'il n'y ait pas d'écart trop grand entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut. Oui, l'idée de Thomas Piketty, c'est pas d'augmenter le niveau général des impôts, je crois pas en tout cas, mais c'est de les réformer pour les rendre plus progressifs. Et effectivement, on sait très bien que la taxe à 75% sur les revenus qu'a mis en place François Hollande n'avait pas pour but de gagner beaucoup de revenus, de rentrée fiscale, puisque ça ne rapporte pas grand-chose. Il y a très peu de personnes en réalité. Je crois qu'il fallait gagner 1 million d'euros, donc ça commence à être des revenus assez confortables. Mais effectivement, c'est une sorte de marqueur social pour dire, au bout d'un moment, ces inégalités, elles sont trop dures à vivre pour l'ouvrier qui tous les matins va gagner le SMIC à 5h du matin. C'est plus acceptable pour faire société. Et puis économiquement, elles ne rapportent rien parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas créer des richesses, on ne peut pas être en train de gérer 200 entreprises en même temps. On peut concevoir un certain niveau de richesse, comme on l'a dit, quand ils sont réintégrés dans l'économie pour créer des emplois. En 2017, les patrons du CAC 40 ont gagné en moyenne 279 fois le SMIC annuel, ce qui pose la question du mérite qu'il faut, que cela suppose pour avoir des niveaux de rémunération pareils, Pierre-Jean Guingamp. Ça devient de plus en plus difficile à justifier. Tout à fait, et je pense qu'il y a un texte de François Dubé qui est intéressant. On nous dit qu'il n'y a pas de contradiction entre l'égalité des chances et l'égalité des places. Et au contraire, même, il y a une forme de... Les deux se confortent, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Une plus grande égalité des places, on va dire, à l'arrivée, permet ensuite d'atteindre une plus grande égalité des chances. Et donc, on peut se dire, où est l'égalité des chances si déjà, de base, il y a des inégalités si grandes entre les individus. On arrive au terme de cette émission. Un dernier mot, peut-être un dernier conseil à donner sur ce sujet de la justice sociale, Vincent Grimaud? Alors un conseil aux élèves, pas directement, mais si peut-être de continuer à lire l'actualité, à regarder, parce que je me souviens très bien quand j'ai eu mon premier cours de SES, mon professeur a dit à la fin de l'année vous comprendrez 80% du JT, donc du journal télévisé, ou 80% des émissions de France Culture, et je pense qu'effectivement c'est le cas. Donc restez vigilants, restez à l'écoute. À chaque sujet économique, il y a un sujet fiscalité pas loin derrière, et donc c'est toujours intéressant d'essayer de décortiquer ce qui est en jeu. Et cela peut rapporter des points, Pierre-Jean Guingamp, de faire des clins d'œil à l'actualité? Alors oui, c'est toujours bienvenu dans une copie, même si c'est vrai que l'essentiel, c'est, on va dire, de maîtriser déjà les notions, et il y en a énormément du programme, et de les connaître bien, de savoir les mobiliser à bon escient. Mais c'est sûr que l'actualité, ça fait toujours plaisir, en tant que professeur de sciences économiques et sociales, de pouvoir voir que les élèves sont allés un peu au-delà du cours, qu'ils ont compris que notre cours avait un intérêt au-delà de la salle de classe. Et donc, en accroche ou en conclusion, ça peut être toujours, ou même dans l'argumentation, c'est toujours intéressant de pouvoir citer un fait d'actualité. On va valoriser cette capacité de l'élève à prendre du recul par rapport à une information qui lui est donnée. Alors, valoriser... On va dire que ça va faire partie, c'est pas forcément dans le barème en tant que tel de correction du bac, puisqu'on essaye de valoriser déjà ce qu'on leur apprend en cours, mais ça va faire partie de l'appréciation globale de la copie, et ça peut faire pencher une copie qu'on trouve, imaginons, un peu moyenne, mais si eux, quelques réflexions sur l'actualité, imaginons, ça peut pourquoi pas nous pousser à rajouter un point, à se dire, cet élève-là, certes, il y a des approximations, mais quand même, on voit qu'il a suivi un cours de SES dans l'année, et qui s'en sert. Et on espère que les lycéens qui auront écouté cette émission auront gagné quelques points en plus. Un grand merci à tous les deux.